Et bonjour à tous. Du coup, on enchaîne sur la session d'Archilocus et on va parler de comment abstraire une architecture distribuée et pourquoi. Avant qu'on commence, je me présente rapidement. Moi, c'est Vivien, je suis architecte solution chez Ypon. J'ai une grosse casquette sécurité et microservices en ce moment. Et donc, voilà pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on va parler de pourquoi et comment abstraire son architecture distribuée. On va le travailler dans la première étape sur quels sont les enjeux autour du développement et quels seraient les avantages à mettre en place ce genre de solution. Euh, Après, on va essayer de parler de comment, hein, parce que c'est toujours bien beau de faire de la fantaisie et de se dire ça serait bien que ça soit comme ça, mais derrière, c'est quoi le choix technique qu'on pourrait mettre en place? Et aussi, la partie vraiment importante que j'ai du mal à retrouver dans pas mal de conférences où bah, on nous présente une solution, c'est waouh, c'est bling bling, et puis ça va marcher. Mais sauf que quand on est sur une société où est-ce qu'on a du code qui existe depuis très longtemps, bah, c'est vachement important aussi de pouvoir migrer son code. Donc on va aussi parler de comment migrer vers cette solution. Et puis tout ça, je vous le montrerai à la fin avec une petite migration rapide. Alors, j'aime bien cette petite intro. On dit souvent que quand on parle de mettre en place une architecture distribuée, alors on fait très vite le lien avec les microservices, hein. C'est hype. Ah ouais, c'est super cool de faire une architecture distribuée. Tout le monde en fait. C'est beaucoup plus fun que de faire un vieux monolithe. Puis en plus, on peut scale à volonté. C'est vachement cool. C'est plus facile, ça aussi, hein, on l'entend. Enfin, moi, je l'entends. On peut développer avec les technos qu'on veut. Le périmètre, il est beaucoup plus restreint. On a la responsabilité, on a notre stack. Si j'ai envie de développer en Go ou en Python, bah, je développe en Go ou en Python. Je fais vraiment ce que je veux. Et c'est plus facile pour l'équipe. Puis du coup, derrière, il y a plus de flexibilité, hein. L'équipe, elle peut changer facilement. Comme on a un petit périmètre, on n'a pas beaucoup on a chacun notre code. C'est nous qui avons décidé de comment est-ce qu'on faisait les choses. Le périmètre est simple. Et puis les nouveaux qui arrivent, ils n'ont pas besoin de se palucher un monolithe qui fait qui a énormément de lignes avec du code spaghetti qui va bien dedans. Enfin bref. Ça c'est quand on arrive, hein. Et puis après, quand on commence à rentrer dans les architectures distribuées, bah en fait, c'est pas ça du tout, quoi. Déjà, la première chose, je le répète, c'est pas du tout le sujet de la conf, mais faut pas que ça soit un choix par défaut. Les architectures microservices, enfin les architectures distribuées et les microservices, c'est bien, mais il faut pas les utiliser partout. Il faut les utiliser vraiment si vous en avez besoin. Moi, j'ai vu beaucoup de clients où on a mis des architectures distribuées, il n'y en avait pas besoin, et ils s'en sont mordus les doigts après, parce qu'au final, on passait plus de temps à gérer l'architecture distribuée qu'à gérer le code derrière leur application, et au final, un petit monolithe, ça aurait suffi largement. C'est compliqué de mettre en place une architecture distribuée. Il faut aller plus loin que la technologie. Il faut s'assurer que chaque nouvel outil va fonctionner avec la stack que vous avez mise en place. Et aussi, il faut se soucier de l'expérience de développement. Quand vous êtes dans une petite startup, c'est facile de se dire ah ouais, moi j'ai développé en Go, moi je développe en Python. Quand vous êtes dans des grosses sociétés, comme je pense beaucoup d'entre vous, en fait, vous avez un écosystème qui est là. Vous avez des développeurs qui sont là, des développeurs qui sont probablement experts dans une technologie. Si vous décidez de mettre en place une nouvelle technologie, il faut que les gens derrière soient capables de suivre. Vous ne pouvez pas décider de mettre du Go si personne s'est développé en Go, parce que demain, ou si vous n'êtes plus là, on n'a pas quelqu'un qui est capable de récupérer. Il faut aussi gérer l'écosystème. Une architecture distribuée, c'est pas juste mon petit microservice dans son coin, c'est toute l'infra qui va derrière. On va se soucier du déploiement, de la CI/CD, du tracing, hein, comme c'était présenté juste avant, des logs, de la sécurité, du réseau, j'en passe, hein. Il y a vraiment énormément de choses à gérer. Et aussi, il faut comprendre les enjeux. Derrière une architecture distribuée, il y a tout un mindset à avoir. Si vous n'êtes pas habitué à avoir cette notion de ah bah quand je vais appeler un service, potentiellement ça va pas marcher, il va falloir faire du retry, il va falloir que j'ai du stateless, il va falloir gérer toutes ces communications entre vos services et de s'assurer de ne pas finir avec un sac de nœuds, parce qu'on parle souvent de sac de nœuds du code spaghetti dans un monolithe, mais quand on a 200 microservices et qu'on ne sait pas comment ils interagissent les uns avec les autres, au final on se retrouve avec un sac de nœuds de différents microservices et on ne sait pas comment ils discutent entre eux. C'est pas trivial tout ça. C'est vraiment la réalité, hein. Moi, c'est ce que j'ai vu dans beaucoup de sociétés. Et en plus, derrière, sur le marché du travail, on retrouve maintenant du coup des demandes comme ça, où le recruteur il dit moi, je cherche un développeur Java, Python, PHP, React Angular, avec de la base de données, hein, du Postgre, du MongoDB,
Ah, bah, bon, s'il sait faire du AWS, de l'EKS, du GCP, bon, il sait faire de l'administration Linux. Bon, le TDD avec du Git, de la CI, puis Docker et Kubernetes pour couronner le tout. En fait, aujourd'hui, et c'est vrai, hein, aujourd'hui, moi, quand je vois des demandes, des appels d'offres, le nombre de technologies qu'on doit connaître, bah, en fait, enfin, je veux dire, on n'est plus sur du développement, on est sur des gens qui savent tout faire et des gens qui savent tout faire très bien. Bah, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas péjoratif, hein. Aujourd'hui, je préfère avoir quelqu'un qui sait très bien faire une chose, ce que je lui demande, plutôt que quelqu'un qui va en fait papillonner partout, mais du coup qui saura jamais vraiment faire comme un expert ce que je lui demande. Du coup, au final, on prend plus soin des développeurs. C'est eux qui font vivre nos applications, et on n'est pas capable de recentrer le développement. Moi, ce que j'aimerais, c'est ça, c'est qu'on soit capable de recentrer le développement. Le développeur, il devrait pouvoir se soucier du développement et des features qui apportent de la valeur. Je dis pas, alors, je vais faire attention, et dans le discours, j'ai eu plusieurs personnes qui m'avaient remonté ça. Moi, je suis un architecte solution, je développe, je mets les mains dans le cambouis, j'ai besoin de développer, donc je ne suis pas là du tout pour dire il faut que les développeurs, ils sachent pas faire. Je dis que les développeurs, ils ont besoin d'apporter de la valeur, ils ont besoin d'apporter de la feature. Un développeur qui va passer plus de temps à faire de l'infrastructure, de l'industrialisation, du déploiement, c'est du temps en moins sur sa productivité. Et c'est un truc de fou, mais moi, des fois, sur des missions, bah, j'ai passé une semaine à débugger et à essayer de comprendre pourquoi est-ce que mon déploiement en intégration ne marchait pas. Bah, une semaine pour passer à faire ça sur de l'intégration, c'est une semaine de moins sur lequel je vais pas pouvoir développer pour faire de la feature. Et ça aujourd'hui, c'est un vrai problème. Il faut aussi pouvoir diminuer la charge cognitive. Parce que quand la charge cognitive, elle monte parce qu'on a énormément de choses à gérer, ben en fait, on n'arrive pas à se concentrer sur notre sujet principal qui est développer ce petit bout de code, c'est apporter de la valeur à mon produit. Si j'ai un expert dans chaque techno, c'est bien. Mais si tous les développeurs chez vous, ils doivent être experts dans toutes les technos, dans toute votre architecture, pour pouvoir faire en sorte que ça marche, ben c'est qu'en fait, potentiellement, votre architecture, elle est trop complexe. Puis après, souvent, moi, pareil, je vais faire une petite analogie avec le code et avec quelque chose qui marche beaucoup en ce moment. C'est les architectures hexagonales qui prônent énormément la séparation du code. On a des adapteurs, hein, et on se dit, bah ouais, moi, du coup, si demain je change, je me connecte plus avec un Rabbit, mais je me connecte avec un Kafka, j'ai pas envie que tout mon code change. J'ai envie qu'il n'y ait que mon adapteur qui change. Mais pourquoi est-ce on se limiterait à discuter que au niveau de l'adapteur? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à un niveau plus haut? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que ça serait pas tout simplement quelque chose au-dessus qui ferait cette adaptation et du coup on ne se limiterait pas au code, on irait carrément directement sur l'infra. Du coup on essaierait d'abstraire à plus haut niveau. On essaierait d'abstraire à plus haut niveau pour dissocier l'implémentation des différents services. Je vous ai parlé du messaging, mais on pourrait aussi parler de cache distribué, de gestion d'état, de secrets. On va aussi pouvoir aussi, en faisant cette abstraction à plus haut niveau, on pourrait aussi apporter de l'outillage autour de votre architecture distribuée, de l'observabilité, de la sécurité, ce genre de choses. Du coup, ce qu'on va rechercher, c'est limiter les protocoles. D'accord. Aujourd'hui, quand je développe avec différentes couches dans mon architecture distribuée, bah, potentiellement, quand je vais me connecter à Vault, je vais avoir un protocole pour Vault. Je vais me connecter à Kafka, je vais avoir un protocole pour Kafka. Je vais me connecter à Postgre, donc je vais avoir le protocole pour Postgre. Enfin, vous voyez le dessin. Mais du coup, avoir autant de librairies que de protocoles à implémenter, surtout quand vous êtes dans des sociétés à large échelle, où est-ce qu'en fait vous allez avoir une librairie core, souvent qui va faire ce genre de choses pour vous, qui va implémenter tout un tas de connectivité et qui va permettre de s'assurer que vous soyez dans les clous de l'architecture distribuée de votre stack. Bah, du coup, vous allez avoir des développeurs qui vont gérer ces librairies, mais du coup, bah, si vous êtes sur du Java, c'est bien, mais du coup, demain, vous voulez déployer vous voulez faire du Go parce que vous avez un besoin de faire en Go. Si vous n'avez pas de librairie qui fait ça en Go, bah, vous allez vous mordre les doigts. Et le pire dans tout ça, c'est que la plupart du temps, je vais dire 90%, peut-être moins, peut-être plus, ça va dépendre de votre cas. Les protocoles, vous avez des besoins ultra basiques. Hein. Je prends l'exemple de Kafka et du messaging avec Kafka, par exemple. Moi, j'ai énormément de sociétés qui me disent ouais, on fait du Kafka et tout. Dans 90% des cas, l'utilisation de Kafka, c'est je publie un message et derrière, je le consomme. D'accord. Kafka, il apporte énormément de choses supplémentaires. Mais la plupart des services, ils n'ont pas besoin de savoir qu'ils font du Kafka, ils ont besoin de savoir qu'ils ont publié un message et puis ils peuvent le lire, que ça vienne de Kafka, on s'en fiche. Et donc,
Peut-être que dans 10% des cas, vous allez avoir besoin des fonctionnalités de Kafka, donc vous allez avoir besoin de développer spécifiquement avec le SDK de Kafka pour pouvoir utiliser les compétences, la technologie qui va derrière. Mais je pense que dans 80 à 90% des cas, vous n'aurez pas besoin de ça. Du coup, comment? Parce que c'est bien beau tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant. Mais moi, je vais vous introduire et je vais vous parler de Dapper. Dapper, c'est une solution qui est faite par Microsoft. C'est open source. Et Dapper, ça fournit des API. Alors, le texte, il était bien, donc je l'ai récupéré. Hein. Dapper, ça fournit des API qui abstraient la complexité des challenges communs rencontrés par les développeurs lorsqu'ils construisent des applications distribuées. Les API, elles sont présentées sous forme de building blocks et elles sont à votre disposition en fonction de vos problématiques. Vous avez tout un tas de building blocks. Vous pouvez en utiliser vous pouvez utiliser un building blocks, vous pouvez en utiliser plusieurs, vous pouvez toutes les utiliser. C'est vraiment à vous de voir, ok, bah moi j'ai besoin de cette petite partie-là de Dapper, je vais l'utiliser. Si le reste, j'en ai pas besoin, je l'utilise pas. Et du coup, ça va vous permettre de pouvoir développer plus vite, plus fiablement et peut-être aussi plus rapidement de pouvoir attaquer sur des sujets sur lesquels potentiellement votre architecture elle n'est pas sec. D'accord? Ça arrive souvent, hein, on dit ouais, le client il dit bah moi j'ai besoin de ça. L'architecture, elle n'est pas nécessairement bien posée derrière, mais vous avez besoin de commencer à développer parce que on vous met de la pression, on vous dit faudra le livrer, machin, mais vous ne savez pas encore qu'est-ce que vous allez utiliser comme techno derrière. Et Dapper, ça va aussi répondre à ce genre de problématique. Comment? Du coup, là, on a, je vous présente un peu le cœur de Dapper. Vous avez potentiellement différents microservices. Donc ça va être un peu votre stack de différents services. Et là, vous avez Dapper au milieu. Dapper qui présente tout un tas de building blocks. Donc vous allez pouvoir faire du service to service, de l'invocation de service, hein, donc des appels REST ou ce genre autre type d'appel. La gestion d'état, donc ça peut être du cache distribué, ça peut être enregistré dans une base de données. On peut avoir du PubSub. Alors le PubSub, ça ne sera pas utilisé pour du Rabbit ou du Kafka, hein, c'est plus vraiment c'est pour faire du PubSub dans Dapper. Après, on va pouvoir avoir tout simplement aussi des bindings et des triggers qui vont nous permettre de nous brancher à des sources qui peuvent être diverses et variées. Donc c'est par exemple c'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire du messaging avec Kafka. On va pouvoir gérer les acteurs, l'observabilité. Ce qui est cool, c'est que par exemple, on parlait d'open tracing juste avant. Mais en fait, Dapper va vous fournir par défaut de l'observabilité. Vous n'avez rien à faire, ça vous le donne. Vous avez de l'observabilité. Ça peut aussi vous gérer les secrets et c'est extensible, d'accord? C'est vraiment développé en Go, c'est de l'open source. Ça veut dire que si demain vous avez besoin de rajouter un building blocks ou que vous avez besoin de rajouter du code sur un building blocks pour pouvoir répondre à votre besoin, vous allez directement sur GitHub et puis vous faites ce que vous avez à faire. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'aussi ça va marcher sur n'importe quelle infrastructure. Ça, c'est vraiment la partie importante. D'accord? Dapper, ça marche comme un sidecar. Donc vous avez un petit process là qui va tourner à côté de votre service et qui va gérer vraiment toute la communication. Donc vous allez pouvoir appeler un autre service, vous allez pouvoir stocker des choses dans la base de données, vous allez pouvoir faire du PubSub. Voilà, vous avez juste un petit composant, là, un petit sidecar qui est à côté de votre service et c'est lui. Et du coup, votre service, lui, va communiquer avec Dapper en localhost. Donc ce que je vous ai montré juste avant, alors je ne l'ai peut-être pas dit suffisamment clairement, mais c'est que de la communication HTTP ou gRPC. D'accord? Vous n'avez pas de protocole X ou Y, vous n'avez que deux protocoles, c'est HTTP ou gRPC, c'est tout. D'accord? Donc vous allez communiquer avec Dapper en localhost parce que vous serez au plus proche de votre petit sidecar en localhost. Dapper, lui, va communiquer nativement avec les différents services. Ça va vous permettre de déployer n'importe où. Là, par exemple, on a 3 services. Il y en a un qui communique avec du messaging, l'autre qui va enregistrer dans une base de données, et le dernier qui va gérer les secrets. Ce qui est cool, c'est qu'avec Dapper, vos 3 services, votre code, il va jamais changer, et vous allez pouvoir les déployer sur n'importe quel provider, que ce soit du Azure, que ce soit du AWS, que ce soit du GCP, ou que ce soit du on-premise. Vous allez juste changer derrière le petit lien qui va être entre vos services. Donc là, par exemple, j'utilise le Azure Service Bus, je vais utiliser le Amazon SNS, je vais utiliser le Google Cloud PubSub ou un Rabbit ou n'importe quoi. Mais en fait, j'aurais pas besoin de changer l'implémentation. Et ça aussi, ça apporte un énorme gain. Ça veut dire que vous pouvez commencer à développer en local. Et demain, vous pouvez passer sur un WS ou sur un GCP, je sais quoi. Vous n'aurez pas besoin de changer de code. Vous aurez juste besoin de déployer votre service et c'est votre petit sidecar Dapper avec la configuration qui va bien, qui sera capable de discuter de manière efficace avec votre provider. Hop. Du coup, c'est bien beau tout ça, mais comment on migre vers Dapper, hein? Alors, Dapper, ce que je disais au début, c'est que
vous n'êtes pas obligé de l'utiliser partout. Et ça c'est aussi une des forces de Dapper, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir y aller progressivement. Vous allez pouvoir ajouter Dapper là où est-ce que vous le voulez, de la manière que vous le voulez et sur le service que vous voulez. C'est-à-dire que Dapper va vous fournir plein de fonctionnalités. Vous pouvez les utiliser. Si vous ne souhaitez pas les utiliser, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Et donc, par exemple, si ici je reprends l'exemple du PubSub, là on a un Kafka. On a un Kafka. J'ai un service qui publie dans du Kafka. Mais là, j'ai deux services ici, par exemple, qui vont consommer du Kafka, mais en fait, qui vont consommer juste des messages. Ils ne vont pas utiliser Kafka en lui-même, ils vont juste vouloir consommer des messages. Bah, ils vont mettre Dapper. Mais là, j'ai un service central. Lui, il a vraiment besoin de Kafka, il a besoin de pouvoir relire les messages, il a besoin de faire des retries, de gérer clairement Kafka. Donc lui, il va se connecter avec Dapper. Et donc vous allez pouvoir ajouter Dapper là où est-ce que vous le voulez, de manière progressive sur vos différents services. Et ça va vous permettre d'avancer vraiment tranquillement et de migrer tranquillement sans avoir à vous dire ah, si je commence avec Dapper, il faut que je migre tous mes services d'un coup, je ne vais jamais pouvoir faire ça dans mon infrastructure. Du coup, je vous parle beaucoup de Sidecar depuis le début. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, vous allez vite comprendre qu'en fait, Dapper, c'est fait pour marcher normalement avec Kubernetes. D'accord? Donc, c'est fait pour fonctionner en mode architecture avec du pod, où est-ce que vous allez avoir votre conteneur, le petit Dapper, le petit conteneur qui va aller dans le pod, Dapper, le runtime. Donc, chaque pod, en fait, va avoir son petit Dapper avec le conteneur qui va bien. Et derrière, on a un opérateur Dapper qui va bien pour pouvoir faire l'orchestration. Alors, on peut aussi, moi c'est ce que je vais faire hein, pour la démo juste après, on peut jouer avec du Dapper en local, c'est juste un petit process et on s'attache dessus, donc ça marche aussi très bien localement. Du coup, en vrai, comment ça marche et à quoi ça ressemble? Donc, je vous l'ai dit, hein, c'est une architecture sidecar, et Dapper, ça expose des API HTTP, soit du coup via le conteneur, soit via un process. Mais ce qui est cool, c'est que l'application, comme elle discute via du HTTP, elle a besoin d'inclure aucun runtime qui est lié à Dapper ou aucun runtime qui va être lié aux différents services avec lesquels elle va avoir communiqué à travers Dapper. Ce qui veut dire qu'en fait, vous n'allez pas avoir à ajouter de librairie ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir communiquer directement à HTTP. Donc là, on a différents exemples pour pouvoir gérer, soit je veux invoquer un nouveau service, soit je veux pouvoir récupérer un état. Là, en fait, on a un petit exemple. En fait, c'est quelqu'un qui va vouloir faire une nouvelle commande, qui va vouloir récupérer l'état de l'item 67, dire que il a passé une commande, donc faire un publish, et puis récupérer un secret derrière pour pouvoir récupérer, je sais pas, le panier, ce genre de choses. Bon alors, on me l'a déjà dit, et moi je le trouve, c'est pas très joli, hein, faire des appels HTTP comme ça, c'est pas ouf. Alors du coup, si vous souhaitez le faire en mode un peu plus sympa, Dapper fournit quand même des SDK dans la plupart des langages aujourd'hui utilisés. Donc ça vous évite de passer par ces appels HTTP. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que demain, si vous voulez mettre en place Dapper sur un service ou sur un langage qui est un peu exotique et qui ne fournit pas de SDK, vous pouvez. D'accord, vous n'êtes pas limité, puisqu'en fait, c'est juste là le SDK. La seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que vos appels HTTP, ils soient masqués par des appels de librairie, tout simplement. Du coup, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer que ça marche quand même, hein. Alors, je vais démarrer un Dapper. Alors, forcément, si je tape pas la bonne commande, ça marche pas. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. Alors oui, il faut que je l'installe, pardon. Je le démarre. Voilà. Bon, ça, c'était juste pour démarrer Dapper. Donc moi, ce que j'ai fait, hop, je vais me mettre en mode présentation pour que vous voyez correctement. J'ai développé là, je suis dans voilà, j'ai deux services, un producer, un consumer, qui vont pouvoir produire un message dans du Rabbit ou consommer le message depuis Rabbit. D'accord. Alors je fais du Spring. Donc côté producer, c'est vachement simple, hein. Pour ceux qui ont l'habitude de Spring, en fait, j'ai rien à faire parce que j'utilise les confs par défaut de Rabbit. Donc j'injecte juste un Rabbit template. J'ai même pas de configuration à proprement parler de Rabbit, hein. J'ai rien à faire. Là, c'est vraiment la magie de Spring Boot. J'ai ma petite dépendance, ça c'est vachement cool. Donc je suis capable de pouvoir produire un message. Bon, j'ai la référence à Rabbit et de dire voilà, j'envoie un message dans la queue hello from Rabbit. Derrière, j'ai un petit consumer. Alors le consumer, du coup, ça se complique un peu. On a quand même une configuration qui est liée à Rabbit qui commence à être un peu plus complexe.
Ou est-ce que du coup je vais devoir définir ma queue, je vais devoir enregistrer un bin pour pouvoir processer les messages et lui dire quel est le listener qui va effectivement traiter le message. Donc là après j'ai mon petit consumer qui dit que je suis capable de recevoir un message. Donc on va se démarrer, je vais juste arrêter les conteneurs Docker qui doivent traîner. Alors évidemment à chaque fois ça donne l'autre, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Docker compose. On va démarrer. Donc dans mon Docker compose, il y a juste un Rabbit qui va être capable de démarrer. Je vais démarrer mon consumer pour pouvoir lire des messages. Mon producer, je vais le démarrer aussi. Ok, alors, ok, c'est bon, tout le monde est démarré, tout le monde est content. Du coup, Dapper, on n'en a pas besoin, donc on peut le laisser continuer à faire son téléchargement. Je vais juste vous montrer quand même que ça marche, que j'arrive bien à envoyer des messages dans une file Rabbit. Donc là, j'ai juste un petit endpoint slash produce sur mon producer. Ça me permet de faciliter la chose. Et donc là, on peut voir que dans mon consumer, j'ai bien un message Hello from RabbitMQ. D'accord. Maintenant, du coup, je vais migrer mon consumer et je vais passer sur Dapper. D'accord. J'ai plus envie d'avoir ce lien avec la configuration. Donc déjà, pour ce faire, en fait, on va delete la config. Ce qu'on va dire, c'est qu'on va aller aussi, pour montrer dans le POM, je vais dégager la dépendance à Rabbit, donc le Spring Boot AMPQ. Non, là j'ai delete la dépendance dans le... Pardon. J'ai delete dans le producer, donc ça va beaucoup moins marcher. Hop, je supprime la config. Je suis dans le consumer. Choc, choc, choc. Donc je supprime la dépendance ici. Et après, Dapper, c'est pas quand même magique. On va devoir ajouter de la configuration. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer juste un petit répertoire où est-ce que je vais déposer des composants. En fait, ça va être mes fichiers de configuration. Alors pour ceux qui aiment bien le YAML et les fichiers de YAML Kubernetes, vous allez retrouver vos petits. Pour ceux qui n'aiment pas trop le YAML, dommage, c'est comme ça. Rabbit component.yaml. Donc, si on regarde un peu, alors, si je vais sur Dapper, config, Rabbit, alors j'ai tapé Rabot, ça a beaucoup moins marché. Est-ce que j'ai quelque chose ou est-ce que... Ouais, voilà, ici. En fait, côté Dapper, vous avez tout un tas La communauté fournit déjà énormément de choses. Par exemple, si je regarde sur les bindings, ici j'ai des bindings quand même sur un paquet de services avec des exemples qui sont assez parlants. Donc du coup, moi je vais récupérer cette configuration. Alors je vais récupérer la mienne parce que ça va aller plus vite, mais c'est exactement la même chose et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, vous avez vu, je suis même obligé de mettre, parce que IntelliJ, il a tellement l'impression que je fais du Kubernetes, je suis obligé de lui dire que c'est pas du Kubernetes. Bref. Donc du coup, je définis un composant, j'ai quelques métadatas, donc bon, je lui donne juste un petit nom et un namespace. Je lui dis quel est le type, ça c'est quand même vachement important. Je lui dis, moi je veux faire un bindings pour RabbitMQ. Après, on a quelques informations qui vont nous importer. Par exemple, la route, là, ça va quand même être la route sur laquelle je vais vouloir, comme jusqu'à maintenant, je consommais un message, j'étais plugué une file Rabbit. Là, maintenant, je fais que du HTTP, d'accord. Donc, je ne peux pas aller de la même manière que sur du messaging, aller listen une queue HTTP, ça marche, ça n'existe pas. Donc, du coup, comment marche Dapper, c'est que Dapper, il va publier, il va poster le message sur une route qu'on va définir. Donc là, moi, je vais poster sur la route /consume. Je lui dis sur quelle queue je veux m'abonner, le host, les différentes informations et de configuration de me connecter à Rabbit. Du coup, mon consumer, c'est plus un composant, ça devient un REST controller. Du coup, ça sera un post qu'on va faire ici. Et ma string, c'est un request body. Je vérifie que normalement c'est bon. Dapper. Qu'est-ce qui va pas? Oui, parce que j'ai dû supprimer tous les conteneurs au moment où j'ai fait le Dapper init. Du coup, je vais redémarrer Dapper. On va être obligé de le install. Désolé, parce que quand j'ai killé tous mes conteneurs, ça a killé le Dapper placement. Alors, putain, il doit retélécharger. C'est fou ça.
Ça, c'était un problème que j'ai vu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si ça a été corrigé sur les dernières versions. Alors, c'est jeune, hein, Dapper. C'est vrai qu'on en parle pour cette conférence. En règle générale, c'est plutôt des Rex, de choses qui sont déjà en prod, qui marchent. Moi, pour le coup, ça, c'est plutôt de la veille techno que j'ai vu, moi, sur mon temps, que je trouve qui est intéressant. J'ai eu l'occasion de peut-être commencer à le mettre en place pour un client, même si c'est pas allé au bout, parce que j'avais terminé ma mission entre-temps. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir mettre en place, en tout cas chez un client, mais c'est pas quelque chose qui est en prod actuellement. Donc on va on va le laisser démarrer. Et l'idée, c'est que là derrière, en fait, bah, mon consumer, du coup, je vais le redémarrer quand même, hein, parce que du coup, il est plus, il n'y a plus de Rabbit, il n'a plus besoin de se connecter à Rabbit, hein, il expose juste une route qui va être. Il faudrait peut-être que je lui donne le nom à la route, hein, parce qu'évidemment, si je lui donne pas la route, le nom, ça va pas marcher. Consume, parce que c'est la route qu'on a définie. Donc hop, je redémarre. Il a toujours pas fini de télécharger. Je pensais que dans mon petit village avec pas la fibre, j'aurais plus de lenteur. Ben non, c'est aussi lent ici. C'est cool. Tchac, tchac, tchac. C'est vrai que j'aurais pu le faire démarrer avant. Désolé. Est-ce que je peux montrer quelque chose d'autre en attendant? Il y a une question. Est-ce que c'est prod ready ou est-ce que c'est encore en bêta? Alors, ça va dépendre de votre, de sur quoi est-ce que vous voulez le mettre en place. Encore une fois, je pense que Dapper c'est jeune. Je pense que sur certains usages, ça va pas répondre. Sur certains usages, je parle, hein, ça va pas répondre à votre besoin. Par contre, si vous avez des besoins basiques, notamment sur, par exemple, publier et récupérer des infos dans un state ou de faire du secret, ça va répondre largement à votre besoin. Après, potentiellement, par exemple, sur Kafka, moi je sais que j'avais commencé à jouer avec Kafka, bah, il gérait pas tout ce qui allait être un peu ce qui va être lié à Confluent avec le schéma registry, ce genre de choses. Donc après, vous avez les plugins qui sont développés en Go. Vous pouvez tout simplement contribuer pour pouvoir avancer. Dapper, c'est jeune, mais je pense que c'est vachement prometteur et qu'on va pouvoir avancer. Donc ça download toujours. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, c'est démarré. Donc maintenant, je vais pouvoir démarrer mon petit sidecar. Donc Dapper, le sidecar, quand vous le démarrez, voilà, hein, je vais runner mon sidecar. Donc là, je vais lui donner un petit nom. Donc c'est le app ID, c'est juste c'est moi qui lui donne un nom à mon sidecar, hein, à mon petit truc. Donc c'est consumer. Là, c'est le port sur lequel mon petit sidecar il écoute. D'accord. Donc là, il écoute sur le port 3500. Ensuite, l'application sur laquelle il va se connecter, elle écoute sur le port 8080. Et ensuite, je vais lui dire où est-ce que tu vas trouver les fichiers de configuration des composants. Donc là, tu vas les trouver dans Consumer, Dapper Components. Donc là, si je ne me suis pas raté, 4, si je fais sur Consumer Dapper Components, voilà, bon, du coup, je me suis pas raté, c'est cool. J'ai bien, je me branche bien au bon endroit. Donc là, j'ai démarré mon petit sidecar. Donc ce qu'on peut voir, alors, je sais pas si, ouais, parce que si on est ultra zoomé, donc j'ai un peu du mal à retrouver tous mes petits. Quelles sont les informations qui vont être intéressantes? Donc là, on peut retrouver qu'en fait, il a réussi à se binder à RabbitMQ. Donc là, clairement, si vous aviez fait un binding sur RabbitMQ et que vous n'avez pas des logs en disant bah, c'est bon, je me suis connecté à RabbitMQ, ça veut dire que soit il n'a pas trouvé votre binding, soit il y a un autre problème. Donc après, vous avez des logs d'erreur, hein, évidemment, si ça ne marche pas. Aussi, on peut voir que derrière, il va écouter sur le port 8080. Tant que vous n'aurez pas de service qui va écouter sur le port 8080, votre sidecar, en fait, il va rien faire. Il va attendre. Là, il vous le dit là. Et après, dès qu'il va découvrir une application qui écoute sur le port 8080, il va vous dire c'est bon, j'ai démarré, je suis là. C'est démarré. Donc là, normalement, si tout va bien, si je produis un message, ça va être l'effet démo ou pas. Donc là, j'ai envoyé un message à travers mon producer, hein, toujours à travers Rabbit. Et là, si je reviens dans voilà, hello, received from. Bon, alors c'est écrit received from RabbitMQ. Mais là, du coup, j'ai lu le message depuis Dapper. J'ai plus du tout bah, on l'a vu hein, dans le pom.xml, j'ai plus du tout de lien avec Rabbit. J'ai plus du tout de code qui est du tout lié à Rabbit. J'ai juste un petit composant qui est là. Et c'est tout. Et alors après, ce qui est cool, ce qui est encore plus cool, c'est que, imaginons que je veuille aussi me connecter à un Kafka maintenant. Du coup, je vais rajouter un petit Kafka. Je sais pas s'il reste du temps ou pas. Ouais, cool.
Alors, Kafka component.yaml. Donc, on va se définir un petit Kafka component. Du coup, pareil, je vais tricher. Je vais récupérer. Donc, de la même manière hein, que vous avez ici pour Rabbit, hop, ici, vous avez comment vous connecter à un Kafka. Mince, j'ai. Ici, là, vous avez pas mal d'informations sur comment. Donc, vous pouvez retrouver les infos des topics, des brokers, vraiment les confs de base. Donc, moi, bon, bah, j'ai déjà un petit binding Kafka. Donc, je vais me le mettre ici. Donc, de la même manière que tout à l'heure, on retrouve bah, voilà, un petit composant. Donc, je fais du Kafka Event, le default, le binding Kafka. Sur quelle route? Donc là, bah, je vais utiliser la même route. Hein, je n'ai pas envie de changer parce que c'est ce que j'ai dit. Je vais pas changer mon code. Mon code, il ne va pas changer derrière. Je vais me connecter sur le topic test topic, le broker, le consumer group. Donc, on va se démarrer un petit Kafka. Donc, je vais juste Docker killer le conteneur Rabbit parce que hop, tchouk 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 tchouk. -f, il est là. Donc en fait là, tous les autres conteneurs que vous voyez, c'est des conteneurs qui sont démarrés automatiquement par Dapper. Donc par exemple, bon bah là il y a le placement, là c'est l'opérateur, mais par exemple quand vous faites du Dapper en local, quand vous init, par défaut il vous démarre un Redis, puis il vous démarre aussi un Zipkin. Parce qu'en fait, bon, je vous montrerai juste après, mais en fait Dapper, bah, directement vous allez avoir de l'open tracing out of the box. Donc je vais aller dans ma solution parce que mon Docker Compose avec Kafka, il est ici. Donc là, je reviens ensuite dans mon dossier Dapper normal. Hein. Donc, on va attendre que tout ait démarré correctement. Et ensuite, on va aller s'amuser dans Kafka pour pouvoir publier un message avec Kafka. Donc, je vais redémarrer quand même mon petit run parce que bah, bon, il n'est pas capable de loader. Alors, peut-être qu'il y a des moyens pour loader à chaud. J'ai pas creusé honnêtement les composants. Donc là, moi, j'ai rajouté un composant. Donc, du coup, ce que je lui dis, c'est bah voilà. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que bah voilà, là, j'ai deux bindings qui sont maintenant là. J'ai le binding Kafka et j'ai le binding Rabbit. Donc, je vais docker run -it. On va se connecter à Kafka /bin /bash. Non, pourquoi il l'a pas trouvé? Ah, c'est docker exec, pardon. Ok, donc là je suis dans mon conteneur Kafka. Ça sera plus simple hein, pour produire le message. J'avais pas envie de. Enfin, après, j'aurais pu vous le montrer, mais je pense que là, j'aurais pas le temps de vous montrer pareil toute la conf pour pouvoir publier des messages. C'est la même manip en fait. Hein. C'est juste qu'au lieu de lire depuis et de faire un /consume, vous postez un message sur le binding pour être capable. Je ne sais pas si on aura le temps, mais j'essaierai de vous montrer juste après. Du coup, je vais hop, ici. J'ai ma petite cheat sheet pour pouvoir hop, voilà. Pour pouvoir me connecter à mon broker. Donc là, je vais me connecter, hop, pas ici, et merde, ici. Je vais me connecter à mon broker. Donc là, en fait, c'est juste, bon, ça pour ceux qui ont l'habitude de Kafka, vous êtes à l'aise. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est juste qu'en fait, je lance un petit script shell. Ça, c'est fourni par Kafka pour pouvoir me connecter au topic, test topic sur le broker, enfin, sur le serveur, du coup, localhost 90.92. Et donc, ce qu'on avait vu juste avant, c'est que moi, là, j'écoute sur le topic test topic sur le broker localhost 90.92. Et donc là, si je fais hello from Kafka, du coup, ce qui est cool, c'est que là, mon message, bam, hello from Kafka. Et là, du coup, bah, en fait, j'ai rien fait. J'ai juste défini un nouveau petit composant pour pouvoir lire depuis du Kafka. Et ça marche. Si on a un peu de temps, allez, je vais vous montrer comment publier, parce que je l'ai déjà dans ma solution, donc on va essayer d'aller un peu plus vite pour cette partie-là. Donc de la même manière, un binding, donc là moi je l'avais fait avec Rabbit pour pouvoir publier dans du Rabbit depuis un producer. Donc de la même manière, du coup dans mon producer, je vais me faire un petit directory, Dapper Components. Je vais définir mon Rabbit binding, donc new file, hop, Rabbit binding.yaml. Donc les fichiers, vous avez vu, hein, le nommage importe peu, c'est juste le dossier. En fait, après, il va parser tous les YAML qui sont dedans.
Donc là, de la même manière, en fait, j'ai un Dapper Producer. Donc j'ai les mêmes informations hein, sur la queue, ce genre de choses. Là, vous avez vu, j'ai pas la route parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'avoir de route puisque c'est moi qui vais publier un message. Et alors là, c'est la partie qui est un peu moins sympa, c'est que du coup, comme je vais discuter avec les API de Dapper, je dois respecter le format quand même des API, donc je suis quand même obligé d'avoir des petits DTO, donc je vais quand même avoir du code qui est un peu spécifique à Dapper pour pouvoir publier. Donc là, je vais le copier-coller pour pas m'embêter quand même. Allez, package, DTO, je vais copier-coller les deux. Il n'a pas voulu, tant pis, on va copier directement, ça ira plus vite comme ça. Et hop. Donc là, ça c'est juste des DTO pour pouvoir discuter avec Dapper, pour pouvoir faciliter la discussion avec Dapper. Et du coup, là, mon producer ici, donc c'est plus, en fait, j'ai plus besoin de Rabbit, j'ai plus besoin de la QName, j'ai plus besoin de tout ça. Bon, alors hop, on va récupérer ça parce que je suis pas sûr d'avoir suffisamment de temps si on veut prendre les questions après. J'aurais pu vous le coder en live, mais là, ça ira plus vite. Donc du coup, je vais juste utiliser un petit REST template. J'aurais pu utiliser le SDK de... hop, il me faut que je définisse le bin, évidemment. J'aurais pu développer avec le SDK, mais bon, là, c'était pas le but. C'était vraiment de vous montrer que, en fait, on est capable de le faire avec du pur HTTP. Donc là, j'ai toujours ma route getMapping. Et là, je vais poster sur l'API de Dapper. Donc moi, mon petit sidecar, je vais le faire écouter sur le port 3501. Le binding, je l'ai appelé Dapper Producer. Et je vais vouloir envoyer mon message. Donc là, maintenant, si, du coup, j'ai plus besoin d'avoir ma connexion à Kafka. Hop, exit. Du coup, je vais démarrer un autre petit Dapper, un autre petit sidecar. Donc là, je démarre un producer. Donc il va écouter sur le port 3501. Mon producer, il écoute sur le port 8081. Je vais le redémarrer quand même pour qu'il prenne, en fait, il prenne en compte mon code. J'aurais pu supprimer je vais le supprimer quand même. C'est mieux parce que j'en ai pas besoin. Ici, donc là, je vais démarrer pareil, donc le producer Dapper Components. Je me connecte ici. Donc là, du coup, finalement, on n'a qu'un seul binding. Hein, on n'a que le binding du Dapper Producer qui est pour pouvoir publier des messages. Et donc maintenant, si avec mon petit Postman, je réessaye de produce, là, hop, ici, j'ai envoyé mon message et mon consumer, il a été capable de lire un message depuis Dapper. Et donc maintenant, j'ai deux services qui sont capables de faire du messaging sans avoir besoin d'avoir à implémenter n'importe quelle que soit la librairie, quelle que soit la stack que vous allez utiliser derrière. Mes deux services, ils sont capables de faire du messaging sans avoir à se soucier de la stack qui est derrière. Et donc ça peut être vachement intéressant dans beaucoup de cas d'usage, puisque je pense que dans 90%, c'est ce que je disais pendant la conférence, 80 à 90% des cas, vous aurez juste besoin de pouvoir envoyer un message et de le lire sans avoir à vous soucier de la techno qui va derrière. Et ça va permettre aussi à vos développeurs de se recentrer sur le développement. Ça peut être intéressant. J'ai plein de développeurs qui me disent ouais, mais moi j'ai envie de savoir faire du Kafka. Ok, d'accord, c'est très bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont, en fait, ils veulent pouvoir développer de la feature. Voilà, donc ça a changé. Donc soit on avait perdu le. Ah ok. Donc voilà, moi c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a donné envie de jouer avec Dapper. Et si vous avez des questions, je prends. Alors il y a eu des questions. Je l'avais là en entier là. Est-ce que le fait d'utiliser Dapper qui abstrait les interactions réduit les possibilités? Par exemple, si une feature de RabbitMQ n'existe pas dans Amazon SNS, sera-t-elle disponible? Non, alors c'est vraiment, voilà, l'idée c'est si vous avez besoin d'utiliser des vraies features de RabbitMQ dans votre service, hein, j'entends, dans votre service, vous avez pas, enfin Dapper, ça sera pas la solution. Dapper, c'est vraiment l'idée, c'est utilisez-le si vous avez des besoins basiques. Après, par contre, si ta question c'est si j'utilise mon service, il fait un truc très simple, mais c'est qu'en fait j'utilise quelque chose dans RabbitMQ qui est pas fournissable par SNS, là pour moi c'est un problème de comment ça veut dire qu'en fait tu utilises quelque chose dans Rabbit qui est trop spécifique à ton implémentation. Et du coup là tu pourras peut-être pas te séparer de RabbitMQ. Mais là pour moi c'est un autre sujet. C'est vraiment du coup la question se poserait de la même manière
Si je veux pouvoir passer sur AWS SNS, mais que j'utilise des fonctionnalités purement spécifiques à Rabbit, bah du coup, il va falloir que je me sépare de ces fonctionnalités que j'utilise Dapper ou pas en fait. Ouais, parce que effectivement, remarque, c'est en fait quand on commence un projet et que tout n'est pas prêt ou décidé, ça permet de repousser la date du choix tech, effectivement. Exactement, ouais. Donc la question prod ready, tu as répondu. Après, c'était juste une remarque sur Orelsan, simple, basique. Ok. On n'a pas les bases. Tes DTO, ils seraient dans ta couche infra sur une archi exa. Oui, probablement. Après, honnêtement, oui, parce que ils vont pas changer en plus là. Donc c'est des DTO qui sont purement liés à Dapper. Donc en fait, il y a même pas besoin c'est vrai, de se poser la question quoi. Ils seraient directement à ce niveau-là. Ouais. Après, une question de Philippe. Comment ça fonctionne avec les bases de données? Eh. Comment sont gérées les transactions autour des requêtes à la base de données ou celles qui peuvent encapsuler plusieurs messages envoyés à un broker? Alors, euh, On va ça commencer fonctionne par les avec les bases. bases de données. Donc pareil, on a des bindings qui peuvent se connecter aux bases de données. Après, si vous avez besoin d'utiliser les transactions, Dapper, ça sera pas votre solution. Clairement, ça sera pas votre solution parce que Dapper, vous allez faire un call HTTP, vous n'avez pas cette notion de transaction. Vous pouvez l'avoir dans le binding qui est derrière, vous pouvez la coder dans le binding et tout, si vous voulez. Mais je pense que là, du coup, si vous utilisez les transactions, c'est que vous êtes sur un service qui a une utilisation, pas complexe, mais une utilisation vraiment poussée de la base de données et des fonctionnalités qui sont liées à celle-là. Donc là, Dapper, c'est pas votre solution. Dapper, ça va vraiment être, par exemple, je prends quelque chose de simple, mais vous êtes sur un microservice qui a un état, qui a besoin de partager son état à différents autres services. Ben, en fait, il va juste dire, je publie un état, le state, je publie un état, et puis les autres, ils vont être capables de le prendre, sans se soucier de où est-ce qu'il est publié cet état. Après, si vous commencez à faire du transactionnel, utiliser les fonctionnalités de la base de données, Dapper, ça ne sera pas votre solution. Et il y avait. Ouais, il y a des questions, genre de Philippe, quand se comporte Hibernate au-dessus d'un driver HTTP, on perd les transactions en base, c'est bien ça, entre deux requêtes. Bah, en fait, Et vous n'allez pas dernière utiliser. réponse. Ça ne sera pas Hibernate. Du coup, si vous utilisez Dapper, c'est pas Hibernate parce que Hibernate, c'est vraiment la connexion directement avec votre base de données. Là, ce que vous dites, c'est que vous faites du DTO. Donc, vraiment, ma réponse, c'est si vous avez besoin de vraiment vous connecter à une base, d'utiliser les fonctionnalités de la base de données, vous n'utilisez pas Dapper. Si vous avez besoin juste de pouvoir enregistrer une donnée à un moment donné et pouvoir la récupérer, faire du cache distribué, par exemple, c'est un cas qui va. Pour les bases de données, je pense que Dapper aujourd'hui, c'est pas du tout suffisamment sec. Hein, pour les bases de données, pour notamment les problématiques de transactions, ce genre de choses, les problématiques de DAO, ça va pas être sec. Par contre, pour pouvoir faire du cache distribué, ah là, c'est carrément beaucoup plus simple, quoi. Ok. Bah, merci Vivien. J'encourage, si vous avez envie de continuer les discussions, les débats avec Vivien sur le Slack, n'hésitez pas, c'est fait pour ça, c'est fait pour déborder lorsqu'on ne nous reste plus de temps et qu'on passe à la troisième session. Voilà, ben, merci beaucoup. Et puis, amusez-vous bien pour la prochaine session.